Bonsoir. On se souvient dans les années 2000 des déclarations d'un Vladimir Poutine jurant de mener après les années Yeltsin une guerre sans merci aux oligarques et aux mafieux russes. 10 ans après, force est de constater que les déclarations du numéro 1 russe de l'époque ont été sans grande conséquence. Alors bien sûr, certains parfois ont été arrêtés, emprisonnés, puis relâchés, mais sont redevenus ces milliardaires, mafieux et libres dont les colossales fortunes se sont construites sur le pillage systématique des richesses de l'ex-empire soviétique, avec la totale complicité des gouvernants, sur la corruption de l'ensemble de l'appareil d'État et sur le crime organisé. La soirée que je vous propose ce soir est donc consacrée à cette mafia russe, avec un premier documentaire proprement hallucinant, vous allez le voir, où pour la première fois, des mafieux témoignent, expliquent les structures de la mafia, racontent en toute tranquillité et en toute impunité dans leur palais doré leur ascension entre crimes et raquettes à grande échelle. Certains quand même ont été contraints à l'exil, en France, en Angleterre, en Israël ou en Espagne, mais les autorités européennes ont bien du mal, on le verra dans le deuxième film de la soirée, à mettre en place les outils juridiques contre cette mafia. Regardez L'honneur des brigands, c'est un film d'Alexander Gentelev. On se retrouve après. Si Dieu m'offrait la possibilité de recommencer ma vie, je ne changerais rien. Ce que je demanderais au Seigneur, c'est juste qu'il m'épargne les moments où j'ai dû prendre des décisions radicales. Qu'entendez-vous par décision radicale? Si je dois faire face à une menace concrète, je me sers de mon arme. Combien de fois a-t-on attenté à votre vie? 4 fois. On a essayé de me tuer 4 fois. Vous avez déjà tué un homme? Pour défendre ma vie, ou plutôt mon honneur. C'est pour ça que je suis allé en prison la deuxième fois. Partout où Interpol est présente, je peux me faire arrêter. Je souffre beaucoup de cette situation. Le soleil qui est ici, je ne le vois plus. Je ne peux plus aller me promener en mer, je ne peux plus aller nulle part. J'ai l'habitude de mener grand train, de vivre dans des palaces. C'est la vie que j'aime. Ça doit être pour ça que tout le monde m'envie. J'aime le luxe, j'aime vivre largement, dépenser de l'argent si j'en ai. J'aime habiter dans des 5 étoiles, voyager en business class, dans des avions privés. J'aime faire du bateau. Mais aujourd'hui, on ne me laisse plus faire tout ça. L'univers du crime en Russie. Nous partons pour un autre monde, pour un voyage dans le temps, depuis les camps de Staline jusqu'à aujourd'hui. Quand les Russes sont arrivés, ils ont acheté tout ce qui était possible. Des maisons comme celle-ci ne se vendent pas d'habitude. On en hérite. Pourquoi je l'ai acheté? La raison va sûrement vous surprendre. Churchill a habité là, puis un prince égyptien, et enfin moi. Aujourd'hui, on m'en propose 70 millions d'euros. C'est tout simplement un paradis. Leonid Bilyunov est né en Ukraine en 1949. Il a grandi dans un orphelinat du KGB et fréquenté l'école jusqu'à 11 ans. Il a fait l'objet de 4 condamnations et purgé en tout 18 ans de prison. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il vit en France depuis le milieu des années 90. Je suis là, voici mon petit frère, là c'est Kolia, et voici ma mère. Pourquoi vous avez gardé si peu de photos d'enfance?
Qui les aurait gardés? L'internat sportif, l'orphelinat, la prison? Qui? Qu'est-ce qu'on en avait à faire de ces photos à l'époque? Viens, Max. Assis, Max. À 14 ans, le Seigneur m'a envoyé acheter un truc à boire. Quand je suis arrivé chez le marchand, des jeunes se sont approchés. Ils devaient avoir 4 à 5 ans de plus que moi. On s'est mis à bavarder. C'est là que j'ai appris que voler la caisse était un jeu d'enfant. Les vendeurs n'étaient même pas armés. 2 types s'emparaient de la caisse, me l'achetaient de l'autre côté de la palissade et enfuyaient chacun de son côté. C'est comme ça qu'a commencé mon épopée dans les prisons et les camps soviétiques. C'est un Brioulov, une vraie merveille. La période italienne. Les tableaux vous plaisent? Ça, c'est de la peinture flamande. Venez, je vais vous montrer la suite. Louis Vuitton. Alors vous avez vraiment réussi dans la vie? Eh bien, à votre avis, j'ai réussi ou pas? Si je n'avais pas réussi, vous ne seriez pas venu m'interviewer. Je me trompe? Alimian Tortakhunov est multimillionnaire. Après la chute de l'Union soviétique, il a longtemps vécu en Europe de l'Ouest. Né en Ouzbékistan en 1949, il n'a fréquenté que l'école primaire. Il a fait l'objet de 3 condamnations et purgé en tout 5 ans de prison. Mes parents étaient médecins. Ils sont partis très tôt. Que le Seigneur soit avec eux. Jusqu'à environ 20 ans, j'ai joué au foot. Ensuite, je me suis mis à jouer aux cartes et j'en ai fait mon gagne-pain. Quand le salaire moyen était de 100 ou 200 roubles, on jouait des sommes incroyables, entre 50 et 100 000 roubles. On jouait ce genre de sommes aux cartes. Vas-y. Vitali Diomochka est né à Oussourisk en 1967, dans l'extrême-orient russe. Il a fréquenté l'école jusqu'à 12 ans. Je voulais toutes les tirer d'un coup, putain. Il vit aujourd'hui à Moscou. Il a fait l'objet de 4 condamnations et purgé 12 ans de prison. C'est un médicament? J'ai un ulcère. Un ulcère? Oui, un ulcère. En prison, un jour on mange, un jour on mange pas. J'ai volé mon premier vélo à 8 ans. Ça a été mon premier délit. À 10 ans, j'ai fait mon premier cambriolage et on m'a attrapé. J'avais entraîné dans cette histoire mes copains de classe et je commençais déjà à commettre des vols plus sérieux. Je suis allé en prison pour la première fois à 18 ans. La vie n'avait pas été douce avec moi jusque-là. La Russie est le pays qui compte proportionnellement le plus grand nombre de personnes incarcérées au monde. On y recense 600 détenus pour 100 000 habitants. Un homme sur 4 a fait un séjour en prison. Une réalité que résume une célèbre chanson russe. La moitié du pays est sous les verrous, l'autre moitié attend son tour. Les prisons russes ont leur vie propre, qui n'est ni contrôlée par l'administration ni par qui que ce soit. C'est un monde à part, avec ses humiliations, ses codes, ses craintes. J'ai appris à lire les pensées des gens, à les comprendre de l'intérieur. Souvent, les relations sont beaucoup plus saines en prison que dans le monde extérieur. Un homme qui a violé ou tué un enfant n'a aucune chance d'y survivre.
En prison, si l'un de nous s'est fait insulter et que les autres l'ont entendu, il est obligé de se procurer un couteau pour laver l'offense. Sinon, il sera plus respecté. Je parle des gens pour qu'ils respectent compte. Ceux-là, à un mot, ils répondent par un acte. La première fois, c'était dans un centre de redressement pour enfants. Il y avait un type terrible qui faisait régner l'ordre. Il maltraitait les enfants. Quand on marchait en ligne par 100, à gauche, 1, 2, 3, à droite. Et si quelqu'un marchait pas au pas, il frappait n'importe où sur le corps. Les coups pleuvaient. C'était violent. Une fois, il m'a littéralement cassé en morceaux. Après ça, il m'a attrapé comme un légume bouilli et il m'a foutu par la fenêtre. Tout le monde comprenait qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je travaillais à la forge. Un jour, j'ai senti une main sur mon épaule. Je tenais des pinces chauffées à plusieurs milliers de degrés. Je l'ai attrapé avec. Juste à côté de moi, il y avait un pic. Et avec ce pic, je lui ai donné le coup de grâce. C'est pas lui que j'ai tué, c'est ma peur. Je suis peut-être devenu plus dur ou plus affranchi, mais j'ai commencé à voir les choses d'un œil différent. Je suis un bon tolard, non? J'ai été condamné 3 fois, 2 fois en Russie. La première fois pour vivre aux dépens de la société. La deuxième pour non-respect de la législation sur le permis de résidence. Et la dernière pour corruption lors des Jeux Olympiques. Une affaire qui a fait du bruit. Quand je suis arrivé à la prison de Jitomir, il y avait là-bas un commandant qui s'appelait Marno. Il m'a dit, ici on va te frapper 26 heures sur 24. Et c'est moi qui vais commencer. L'adjudant lisait ses fiches, Zviagintsev. Il s'approche de moi. Je portais une petite croix en aluminium que j'avais faite avec une boîte de conserve. Il me demande, qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, je l'ai saisi par le bras. C'était comme si j'avais sorti un flingue. Ils n'en revenaient pas. L'adjudant a alors lu ma fiche et a dit au commandant, « C'est un sujet particulièrement dangereux. Un as du combat à main nue. » Marno m'a regardé et il est passé au suivant. Il voulait frapper impunément. Et voilà soudain qu'arrivait un type qui pouvait lui faire perdre un œil, lui sauter à la gorge, lui donner un coup dans le foie qu'il ferait mourir dans les 6 mois. Pourquoi s'y frotter? Qu'est-ce que ça lui apporterait de plus? Ces camps et ces prisons sont quasiment tous régis par les lois du monde criminel qui subsistent encore aujourd'hui. Les années 30 en Union soviétique. Des millions de personnes sont internées dans un vaste réseau carcéral et concentrationnaire. Condamnées pour des actes politiques ou criminels, sur ordre du dictateur Staline. Le goulag est le seul endroit du pays où s'organise un véritable mouvement d'opposition dans le milieu du crime. On y vit selon d'autres règles, des lois non écrites. Les tatouages sont des marques distinctives et prouvent l'appartenance au monde criminel. Ils en disent long sur la vie de celui qui les porte. Le nombre d'années qu'il a passé en prison et pour quel motif, ses rapports avec le système et sa position dans la hiérarchie criminelle. Quand un type avec ce genre de tatouage se retrouve dans certains lieux, on comprend tout de suite qui il est. Chaque dessin est lourd de sens. Il en dit long sur le potentiel de l'individu, sur la façon dont il se voit. Que signifie le vôtre? Que je suis pas très gentil avec ceux qui aident l'administration des camps. Si quelqu'un a des tatouages sur les genoux,
Des petites étoiles? Ça signifie qu'il ne se mettra jamais à genoux devant aucune autorité. C'est à cette époque qu'on voit apparaître dans les prisons des meneurs d'un type nouveau, les Vorzakonie, les voleurs dans la loi, maîtres du monde criminel en Union soviétique. Dans le monde normal, qui a le plus d'autorité? Le président. Dans le monde du crime, c'est le voleur. On a des lois qu'on appelle les lois des voleurs. On ne reconnaît pas ceux qui ne les respectent pas. Comme les braqueurs, par exemple. Ceux-là, on ne les respecte pas. La loi des voleurs est très simple. On ne doit pas trahir ni collaborer avec l'administration. On ne doit pas s'encombrer d'une famille et on doit former une relève qui perpétuera ce mode de vie. Voilà ce qui compte le plus. On n'a pas de famille, pas de travail, rien de tout ça. On ne doit pas avoir d'argent à soi, pas d'appartement, pas d'adresse légale. Pour tout vous avouer, j'ai toujours pas d'adresse. J'ai jamais travaillé. J'avais en moi quelque chose que je comprenais pas vraiment, mais qui me disait intuitivement que je devais travailler pour personne. En Union soviétique, les Vorzakonie, les voleurs dans la loi, et les représentants de l'autorité, c'est-à-dire les chefs de gang, s'appliquent à faire respecter les traditions criminelles. Ils veillent à faire régner l'ordre dans les prisons et à résoudre les conflits. Imaginons que vous vous retrouviez en camp. Vous êtes ni un voleur, ni quelqu'un d'important. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas cette loi des voleurs, cette hiérarchie du monde du crime. Deux taulards qui ont été condamnés pour Dieu sait quoi viennent vers vous, puis vous disent, écoute bien, tu vas nous fournir ça, ça, ça et encore ça. Avec nos lois, les types qui font ça reçoivent une punition équivalente à leur forfait. La mission d'un voleur est comparable à celle d'un député. Il a pour mission d'aider le peuple, lui aussi. La prison, c'est l'endroit où on choisit ses complices. En prison, chaque chef choisit ses hommes pour ses futurs coups. Moi aussi, je l'ai fait. Le 26 mai 1987, un décret a été adopté par le Conseil des ministres sur le travail individuel et la création de coopératives. Dans un premier temps, la politique de perestroïka de Gorbatchev ne fait que renforcer la pénurie et appauvrir davantage la population. À ce stade, l'économie privée n'existe pas encore. La production se fait exclusivement au niveau de l'État. Une loi sur les coopératives financières autorise alors le commerce privé. Petits magasins, coopératives et entreprises se multiplient rapidement pour satisfaire une demande considérable en vêtements et en denrées alimentaires. Le premier endroit connu avec ce type de commerce à Moscou a été le marché de Riga. Le week-end, on permettait aux coopérateurs de vendre des jeans, des autocollants, tout un tas de trucs. Ce trafic a rapidement attiré de vrais durs. Et le marché de Riga est devenu le haut lieu du racket moscovite. À la fin des années 80, il y avait de plus en plus de gens à l'aise financièrement. En même temps, le nombre de gens prêts à s'enrichir sur leur dos, c'est-à-dire de bandits, c'est-à-dire nous, a grossi de façon très importante. Ces entrepreneurs et commerçants russes de la première génération ne tardent pas à voir apparaître un mot nouveau dans leur vocabulaire. Naïezdie, le racket. Des hommes de main se présentent à eux pour leur soutirer de l'argent. C'est ainsi que Vitali Diomochka et ses amis débutent leur carrière. Tu sais comment on les travaillait en général? D'abord, il y en avait un premier qui passait, et puis un deuxième. Le premier était méchant, le second était gentil. Nous, on envoyait un méchant, et après un super méchant. Ils ouvraient la porte, on leur envoyait un poing américain dans la gueule. Ils avaient le visage fracassé. Ils en crevaient même. Quand on rentrait dans un bureau, par exemple, et qu'il y avait un débiteur... Au départ, il était sûr de lui. Il était assis à son bureau et il disait « Bien, qu'est-ce que vous voulez ?» Nous, rien du tout. Et paf, on lui envoyait un coup dans la gueule. Le premier. Il commençait à hurler.